Ok les gars, deuxième épisode de En pleine tête, je suis accompagné de Ryan. Hello. On est l'agence Creative Lab, on fait des marques pour les... On fait pas des marques. On fait des créas pour les marques e-commerce ambitieuses. Si tu as envie qu'on bosse ensemble, je te laisse un petit lien, je crois qu'on a encore 2 places ce mois-ci, donc n'hésite pas. Ryan, à toi. Vas-y, je vais te donner un produit et tu vas avoir 2 à 3 minutes pour préparer une ads podcast et qu'on l'enchaîne. Ok. T'es prêt? Qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, il faut que je découvre ce que c'est. C'est des lunettes Ray-Ban? Non. Ok, les lunettes Horus, là, c'est ça? Non, même pas. Enfin, C'est des c'est dans la lunettes de même idée. gamer? Anti-lumière bleue, ouais. Ok, d'accord. Donc, ok, je dois faire un podcast Ouais, une ads podcast. avec là. toi. Ouais. Ok. Bon, déjà, je vais faire part de ma réflexion. Alors, si je comprends bien, c'était des lunettes de gaming qui atténuent la lumière bleue. La lumière bleue, ça empêche de dormir. Je pense que du coup, il y a plusieurs angles. Tu peux vendre ça en disant que c'est des lunettes qui vont te permettre de travailler, donc pour des travailleurs. En mode travailler sans avoir les yeux qui piquent. Travailler en réussissant à dormir la nuit, donc tu as déjà 2 angles différents. Après, tu peux attaquer les gamers en disant que c'est des lunettes pour jouer sans avoir les yeux qui piquent. Et pareil pour jouer, mais en dormant mieux. C'est les 4 angles qui viennent en tête là. Donc là, on va prendre un angle. Je pense qu'on va prendre celui de gamer. Okay. Moi, Après, tu as aussi protégé les yeux de manière globale. De quoi Ah oui, des trucs de tous les jours. Ouais. Lumière de tous les jours. Non, même pas, même des écrans. Surtout les gens qui bossent toute la journée. Au bout de plusieurs années, ils peuvent avoir des complications au niveau des yeux. Ça peut être aussi. Ok, genre juste protéger les yeux de base. Ouais. Mais tu penses que des gens qui veulent protéger leurs yeux de base, ils mettraient ça toute la journée? Je sais pas. Ça, je sais pas, tu vois. Ok. Bon, on va faire un podcast. On va partir du principe que, tu vois, comme je disais dans le premier épisode, j'ai 2 minutes? Ouais, il Ok. reste 1 minute. Comme dit dans le premier épisode, on va faire une discussion naturelle. Donc moi, je suis un geek qui a mal aux yeux. Non, c'est toi le geek qui a mal aux yeux, parce que c'est moi qui ai pitché le truc. T'es un geek qui a mal aux yeux. Et moi, je vais arriver avec cette solution-là. Non, on va la faire encore différente. C'est que moi, je vais commencer le podcast comme ça. Ok. Et tu me fais, mais t'as quoi sur les yeux? Ok. Et moi, je te pitch le truc. Et toi, t'as un geek et moi aussi. On est tous les deux des geeks. Genre, normal, tu joues un peu, non? Ouais. Ok, donc voilà, tranquille, on peut... Et là, juste... Mais c'est bizarre si là, on est assis comme ça et que je te demande C'est pas grave. t'as quoi sur les yeux? Ou alors je m'assois, non? Comme ça, en même temps, un truc un peu visuel. Non, au pire, t'es là. Au pire, t'as un jeu sur ton tel. Je crois pas. Ok, bon, bah sinon on mettra un bruitage de Clash of Clans, genre et genre t'es en train de jouer, je sais pas. Et tant pis, le début peut être un peu cringe. Et en gros, mon but c'est de te pitch et toi c'est de me tendre des perches. Donc en gros, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai envie de te pitcher le produit. Donc si tu penses qu'il y a un truc qui est pas clair, il faut que tu me tendes une perche. Okay. On va faire un test, on va voir ce que ça donne. Généralement, il faut faire des tests. Vas-y. Donc là, le hook, on va pas réussir à faire un truc visuel, hyper visuel pour l'instant. On pourrait dégainer le téléphone, on peut faire et tu fais tu joues toujours à Clash of Clans? Ouais, mais t'as quoi sur les yeux et tout. Comme ça, dès le début, on comprend que ça va parler de jeux vidéo. Ou alors, tu me dis directement, c'est quoi ce truc que t'as sur les yeux là? Ou sinon, tu me fais mieux, tu me fais, c'est le truc pour les lumières bleues là, ça marche vraiment ce truc là? Tu me fais comme ça, ok? Ok. Est-ce que je fais ça pendant que je joue? Non, tu fais directement, mais ce truc là, c'est pas le truc pour les lumières bleues là? C'est bon. Ouais, vas-y. Ah, mais ce truc là, c'est pas le truc pour les lumières bleues? Exactement. Ça marche vraiment ça? Bah en fait, moi je pensais que ça marchait pas au début, j'ai testé. Et tu vois, en fait, moi je geek beaucoup, tu vois, genre je travaille sur l'ordi, je joue sur l'ordi. Je passe genre 15 heures par jour sur l'ordi, c'est un peu abusé. Et des fois, j'ai les yeux qui piquent. Et la nuit, des fois, tu dors mal. Tu vois, les lumières bleues, c'est connu, ça t'empêche de dormir. Okay. Tu savais ça? Ouais, un peu. Et bah ouais, du coup, j'ai testé ça. Et en fait, c'est des lunettes. Tu vois, et ça, c'est des verres orange qui filtrent la lumière bleue. C'est-à-dire que la lumière bleue, elle passe pas. Et du coup, t'as moins les yeux qui piquent. Et là, je teste ça depuis 1 ou 2 semaines. Franchement, c'est pas mal. Hein. Tu dors mieux, genre? Ouais. T'as déjà vu Leclerc, il a ça en live, en stream. Je crois qu'il a ça en stream et tout. Il y a moyen, ouais. En fait, t'es là. Et en fait, tu t'habitues. C'est-à-dire au début, c'est orangé. Mais tu vois sur les écrans qu'en fait, ça te gêne pas trop. Et ouais, t'as les yeux plus calmes. En fait, c'est des lunettes de soleil pour les écrans. Ok. Ça, ce que t'en penses. Mais c'est pas dérangeant, genre, je sais pas, quand tu joues. Franchement, non, en plus, il y a un style, il y a un flow, non? Putain. Tu regarderas la caméra, après, tu verras qu'il y a un flow. Regarde, je te montre ta tête. Regarde, il y a un petit flow quand même. Devine combien elle coûte? Je sais pas, 20, 30 euros. Je sais pas combien elle coûte. Elle coûte combien? Je sais même plus. 20 balles, je crois. Non, elle coûte que 29 balles. Ah ouais? Ça va, hein? Putain. Pour un truc que tu gardes à vie et tout, c'est pas mal, non? Ouais, en vrai, ça passe, hein. T'as vu? Okay, bref, si tu veux aller voir ce produit, va voir sur horus.com, je sais pas quoi. Ok. Voilà, tout simple. La beauté du podcast, c'est que tu peux en faire plein. Okay, donc là, on pourra enchaîner sur un truc de travailleur, un truc sur travailleur mais qui dort pas, travailleur qui geek. Enfin, ouais, voilà, tu vois. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé de ce podcast. Ok. C'était comment? Non, ça va. Mais je pense qu'on va la monter, non? Comme ça, ils verront le résultat. Vas-y, on la montre. En vrai, un truc simple. Vas-y.
Tout con. Ça fera le taf. Ah, mais ce truc-là, c'est pas le truc pour les lumières Si, bleues exactement. ça marche vraiment, ça? Bah en fait, moi, je pensais que ça marchait pas au début. J'ai testé. Et tu vois, en fait, moi, je geek beaucoup. Tu vois, genre, je travaille sur l'ordi, je joue sur l'ordi. Je passe genre 15 heures par jour sur l'ordi. C'est un peu abusé. Et des fois, j'ai les yeux qui piquent. Et la nuit, des fois, tu dors mal. Tu vois, les lumières bleues, c'est connu. Ça t'empêche de dormir. Tu savais ça? Ouais, un peu. Et bah ouais, du coup, j'ai testé ça. C'est genre, c'est des verres orange qui filtrent la lumière bleue. C'est-à-dire que la lumière bleue, elle passe pas. Et du coup, t'as moins les yeux qui piquent. Et là, je teste ça depuis 1 ou 2 semaines. Franchement, c'est pas mal. Tu dors mieux, genre? Ouais. T'as déjà vu le Clear? Il a ça en live, en stream. Il y a moyen, ouais. En fait, t'es là. Et en fait, tu t'habitues. C'est-à-dire, au début, c'est orangé. Mais tu vois sur les écrans qu'en fait, ça te gêne pas trop. Et ouais, t'as les yeux plus calmes. En fait, c'est des lunettes de soleil pour les écrans. Mais c'est pas dérangeant, genre, je sais pas, quand tu joues. Franchement, non, en plus, il y a un style, il y a un flow, non? Putain. Devine combien elle coûte? 20, 30 euros. Non, elle coûte que 29 balles. Ah ouais? Pour un truc que tu gardes à vie et tout, c'est pas mal, non? En vrai, ça passe, hein. T'as vu? Bref, si tu veux aller voir ce produit, va voir sur horus.com. Ok. Pas mal le produit. Ouais. Tu l'utilises, toi? Ouais, le soir. Ok, stylé. Ça marche vraiment? En vrai, ouais. Voilà. Et tu vois, tout ça, plus adouci pour les yeux. Tout ça, tu rajoutes au podcast. Les mecs qui croient que ça compte plus, mais déjà. Combien sur 10? L'ADS? Non, ouais, le pitch. Ça va en vrai, je sais pas, 6-7 Ça, sur 10. c'était basique, ouais. C'était pas excellent, c'était basique. Ouais. Ok. Ce qui est dur, faut réussir à trouver un élément différenciant. Alors. Bah, en fait, là, C'est ça ce qui est dur. qui mériterait plus de réflexion, c'est comment tu rends le truc visuellement plus stylé, parce que là, c'est juste un podcast. Comment tu le rends plus stylé? C'est quoi les arguments? Par exemple, là, je t'ai fait le pitch d'une traite, parce que ça me semblait assez naturel. Mais j'aurais dû peut-être te laisser me tendre des perches en mode genre, est-ce que ça marche vraiment? Ouais, ça fait 1 semaine que je le teste et tout. Ah, mais vas-y, c'est le truc qui coûte genre 120 balles. En fait, tu identifies les objections, les arguments. Les gens, ils vont dire quoi quand ils vont voir ça? Ils vont se dire, c'est des conneries, ça marche pas. Donc, il faut que le mec, il dise, toi, tu dises, non, mais ça marche pas. Comme ça, les gens, ils disent, ouais, moi, je suis d'accord avec Ryan, ça marche pas. Et moi, je te dis, non, mais ça fait 1 semaine, je les teste. Franchement, je trouve ça ne paye pas les yeux et tout. Franchement, essaye au pire. Et après, il suffit que la marque, elle ait une garantie du genre, c'est se faire rembourser. Je dis, franchement, moi, ce qui m'a convaincu, c'est que tu l'essayes pendant 30 jours. Je me dis, si ça marche pas, je le renvoie. Et en vrai, je les ai gardés. Et après, du coup, tu identifies toutes les objections. Les objections, ça va être, ça marche pas, ou ça doit coûter hyper cher parce que c'est des lunettes. Là, je sais pas combien ça coûte. Mais si ça veut dire que ça coûte pas très cher, parce que tu vois, les lunettes de vue, ça coûte hyper cher. Là, je pense pas que c'est un truc de marque ou quoi. Je pense que ça doit coûter moins de 70 euros, j'en sais rien. Et en vrai, peu importe le prix, mais tu peux le dire en mode, même si ça coûte 70 balles, attends, regarde comment ça coûte. Mais je crois que je l'avais acheté genre à 15-20 balles sur Amazon. Je sais pas pris la tête. Ah, ok. Mais je crois que le truc connu, c'est Horus. Lunettes, lumière bleue. Il y a moyen. Genre, même si ça coûte 70 euros, tu dis, tu vois, ça coûte 70 euros, mais pour un truc que tu gardes à vie, c'est rentable, tu vois. Ouais. Horus X, lunettes anti-lumière bleue, ça coûte 70 balles. Ah non, ils en ont plusieurs. Ils ont plusieurs modèles. Ok. 60-70 balles. Tu dis, franchement, ça coûte 70 euros alors que des lunettes de vue, ça là, ça coûte genre 150 balles. En plus, tu le gardes. Non, tu compares ça à des lunettes de soleil, ce serait plus cohérent. Tu gardes ça à vie, c'est rentable de fou, tu vois. 70 balles pour mieux dormir ou pour pouvoir prendre soin de tes yeux, ça vaut le coup, tu vois. Mais je viens de penser à un hook un peu en mode tu mets des lunettes de soleil quand tu sors dehors. Bah, pourquoi devant un écran tu mets pas des lunettes trucs? Ça peut être pas mal ça aussi. Ouais, il y a ça. Il y a un autre truc, mais ça marche pas trop. Mais je me souviens, genre, apparemment, rester trop sur ton téléphone, ça fait vieillir ton visage. Parce que la lumière bleue, ça fait vieillir tes yeux et ton visage. Et là, du coup, ça marche pas. Faut parler d'une crème. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est pas mal. Attends, ouais. Et là, on l'a fait en 5 minutes, mais je pense que tu trouves d'autres angles et tu sais ce que tu dis. Ok, bah merci pour ça. Merci pour l'exercice. Ok, on enchaîne sur un deuxième petit jeu. Je vais t'envoyer plusieurs créas. À chaque fois, ça va être un duo de créas. Okay. Et tu vas devoir me dire, selon toi, déjà analyser un peu, dire ce que t'en penses. Et puis laquelle comme le premier marché. épisode. C'est ça. Là, cette fois, ce que je vais faire pour vous, les gars, c'est que je vais enregistrer mon écran. Comme ça, tu vois, en fait, moi, je regarde plusieurs fois le hook. Comme ça, vous voyez ce que je regarde exactement. Attends, tu m'as dit, c'est le jeu de... Laquelle est la meilleure, c'est ça? Ouais, là, entre les deux premières de Respire. Respire. Première je vais essayer de pas regarder la diffusion. Le produit dont tout le monde parle, puis je vais laisser l'autre partie. La qualité, elle est bizarre un peu, non? Je vais appliquer sur déjà, la qualité, elle est bizarre. Le hook, je l'aime bien en soi, c'est visuel. Je vais appliquer sur la première partie de mon visage le produit dont tout le monde parle, puis je vais laisser l'autre partie neutre. Visuellement, c'est intéressant. Le problème, c'est que dès le début, on comprend pas que c'est Respire. Genre, je sais pas que c'est une pub. Alors, l'avantage de pas comprendre que c'est une pub, c'est qu'on se dit que c'est naturel. L'inconvénient, c'est qu'en 5 secondes, là, j'ai rien appris. Ce que j'aime bien, enfin, la durée de lecture moyenne d'une vidéo en France, ça va être 5 secondes. Tu peux regarder sur tes ads, durée de lecture moyenne, 4, 5, 6 secondes, tu regardes combien t'es. Et du coup, tu fais l'exercice de, ok, si ta durée de lecture moyenne sur tes vidéos, à chaque fois, c'est 6 secondes, qu'est-ce que tu as appris en 6 secondes? Là, en 6 secondes, j'ai rien appris. À part que c'est une meuf qui applique un truc, je sais pas ce que c'est. Mais je sais qu'on va voir un résultat. Donc, dont tout le monde parle. Pour l'instant, je suis mitigé. J'ai des problèmes d'acné type microkyste et une peau mixte. Moi, j'aurais commencé par ce hook-là. J'ai des problèmes d'acné type microkyste et tout là. Dilaté. Comme ça, si tu as les problèmes de peau, tu es concerné. Tu vas écouter et après le test. Vraiment au quotidien. Et si la solution était plus simple que vous ne le pensez, ce masque Stick-Ponnet de Respire uniforme. Ok, pour l'instant, ça me suffit. Je vais regarder la suite.
Pour l'instant, pas fan, mais pas dégueulasse. Je regarde pas la durée de lecture. Pas la date de Il lecture. faut vraiment que vous arrêtiez de faire ça, il y a une bien meilleure solution. Et non, je ne vais pas te parler d'un... Ça, j'aime bien le hook. Pour moi, c'est pas difficile, c'est pas facile là. Mm. Le hook, il est visuel. Non, les Mm. filles, il faut vraiment que vous arrêtiez de faire ça, il y a une bien meilleure solution. Et non, je ne vais pas te parler d'un énième accessoire de torture ou d'une crème miracle hors de prix. Avant, j'étais comme vous. On sait au bout de 5-6 secondes qu'on va parler d'une crème. Énième accessoire. Là, j'ai envie de me mouiller, j'ai envie de me dire la deuxième. Ok, t'es sûr? Je sais pas. Il y en a une, en gros, il y en a une qui a 1,8 million d'impressions Ah ouais. et l'autre qui en a 7000. Avant, j'étais comme Ah ouais, vous. quand même. J'ai eu des tas de Moi, j'aurais problèmes. envie de dire la 2 pour ces raisons-là. Et non, c'était l'autre. Putain, dommage. La une, elle a fait combien de vues? 1,8 million d'impressions. 1,8 million. Ouais. Ok. Attends. Mais je pense que c'est le truc du jeu, il a bien accroché les gens. Donc je pense que ça va avoir un très bon hook. Ouais, Je vais peut-être. appuyer Ouais. sur la première partie de mon visage, je vois. le produit dont tout le Moi, monde je trouve qu'ils parle, auraient pu l'optimiser puis je comme vais ça. laisser Mais tu vois, l'autre c'est le partie truc, c'est que on sait jamais. Enfin, c'est trop dur de faire une bonne créa. J'ai Du coup, même avec bien plein lu. d'expérience, là, je peux me tromper, tu vois. Exode. Exode très fort, j'aime beaucoup. À chaque fois, j'essaie de prendre des odds un peu similaires pour pas que ce soit trop dur. Donc Ouais, là, c'est un c'est peu ça. middle of funnel. Ok. Aujourd'hui, on vide le stock. Ça, c'est notre nouvelle offre qui risque de casser notre site internet. Le pack 3 plus 3. En gros, tu commandes 3 déodorants, on te rajoute 3 Ok. Bon, là, j'ai pas trop de commentaires, mais attends, je vais essayer de regarder l'autre un peu. Je me concentre plus. 3 plus 3 égale Exode. Tu prends 3 déodorants. Ah, c'est dur parce que c'est le même Mm, message. Quoi. c'est le même message. Ok, donc, alors, faut que je décortique ça. 3 Mm. plus 3 égale Exode. Tu prends 3 déodorants. 3 plus 3 égale Exode, j'aime pas trop. Enfin, juste la vanne de 3 plus 3 égale Exode. Mais... Comme ça, c'est 3 mois de confort. On t'ajoute 3 mini déodorants gratuitement. Et en plus, c'est toi qui choisis les parfums parmi musc, coco, vanille, agrumes, monoï, candy, coton et pastèque. Il n'y a pas grand chose à dire sur le message parce que c'est juste c'est une promo et tu Mm. choisis. Après, il est dynamique, etc. Visuellement, c'est bien. Ça, c'est 3 mois de confort. On t'ajoute 3 mini déodorants gratuitement. Et en plus, c'est toi qui choisis les Je regarde déjà s'il y a une différence dans le message. Après, je regardais s'il y a une différence dans la vidéo. Aujourd'hui, on vide le stock. Ça, c'est notre nouvelle offre qui risque de casser notre site internet. Le pack 3 plus 3. En gros, tu commandes 3 déodorants. on te rajoute- Je trouve que le message 1 il est plus clair parce que dans le 2, ils ont fait la vanne de 3 plus 3 égale Exode. Je sais pas ce que ça veut dire, 3 plus 3 égale Exode. Là, le hook, c'est Aujourd'hui, on vide le stock. on vide le stock. Donc je me dis, bon, ça a parlé d'entrepôt, je préfère. Notre nouvelle offre qui risque de Pas casser me notre tromper. site internet. Le pack 3 plus 3. En gros, tu commandes 3 déodorants. J'ai envie de dire la première. Il y c'est en pas a la une première qui a 3000 impressions Ouais. et l'autre qui en a 500 000. Putain, il y a une différence quand même. hein. Ouais. On te rajoute 3 mini Attends, laisse-moi regarder. au choix parmi nos 8 parfums. Un déo comme ça dure. Moi, j'ai envie de dire la première. Et la première, elle a 3000 impressions. Putain, pour l'instant, c'est C'est du... 100% faute. Après aussi, là, j'essaie de vraiment faire des trucs un peu plus durs. Ouais, là, parce je que suis le dur de ouf. premier Ok. podcast, c'était un peu facile. Friggies, on a 3. Ouais, il y a 3 odds cette Les fois. gars, je vais changer de métier, je suis nul. Friggies. Mais après, en même temps, vous pouvez jouer aussi et ils peuvent voir si. Ouais, vas-y, regarde. ils Attends, auraient mais regardez réussi. pas la date. À chaque fois, il y a la date là-haut, je la regarde pas. hein, je triche Ouais. Faudrait que je télécharge et que je les envoie. pas. Ouais. Je ferai ça. intéressant de consommer des fruits et légumes en poudre plutôt que certains jus industriels. On aime tous les jus et on a souvent tendance à croire Bon, déjà, j'aime bien. pourquoi c'est plus intéressant de consommer des fruits et légumes en poudre. Pourquoi c'est intéressant de consommer des fruits en poudre? C'est pas top of final, c'est middle of final un peu. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va parler de Friggies. Donc, c'est pas génial, mais visuellement, j'aime bien ce qui se passe. On aime tous Elle est avec son tableau, elle a ses deux trucs et tout, donc j'aime bien pour l'instant. Je regarde juste le hook et comme ça, après je regarde la suite de la vidéo. Déjà, je regarde, je précède par élimination. Il y en a 3 là. hein. Hmm. Est-ce que je dois classer les 3 ou pas? Vas-y, je vais dire leur nombre d'impressions. Il y en a une qui en a 20 000, une autre qui en a 250 000 et l'autre 1,3 million. Ok. Est-ce qu'elles ont été lancées à peu près aux mêmes dates ou pas? Ouais, à peu près. Du coup, tu prends ta gourde, tu verses ton stick, tu mélanges bien et tadam. Bon, aujourd'hui, son problème, c'est Genre. qu'il boit beaucoup trop de jus. Du coup, tu Ok, je regarde la troisième. Pourquoi payer 2,49 € pour ce sachet de fruits et légumes lyophilisés? On va vous expliquer. Parlons de certains jus industriels. Lors de la fabrication, ils sont pressés et Préféré, c'est celui-là parce qu'il y a le fondateur. Hmm. Et l'autre, je sais pas qui c'est, mais 2,49 €. j'aime bien le split screen parce qu'on voit le produit. Donc, en fait, c'est. Comment dire? Attends. Pourquoi payer 2,49 € pour ce sachet de fruits et légumes lyophilisés? On va vous expliquer. parlons de certains. Je trouve pas que c'est le meilleur hook. Je sais pas si on en testé plein, mais
Le concept, déjà, je l'aime bien parce que c'est genre un founder story avec deux personnes. Lors de la fabrication, Le fondateur, il va pitcher son truc comme jamais. Et je sais déjà là qu'il va me parler de processus de fabrication, de la marque, etc. ils sont pressés et filtrés pour éliminer la pulpe et les fibres. puis- Et ça, c'est typiquement des cracks qui peuvent durer longtemps. Si elles durent, elles peuvent ne pas durer, elles peuvent ne pas marcher. Et si elles durent longtemps. Donc j'ai envie de dire que celle-là, c'est celle qui a le plus de vues. C'est la combienième du coup? La 3e. Ok. Est-ce que tu me valides ça ou pas? Mais donne-moi tous tes trucs et je t'aurais Ok. dit. La 3e, c'est celle qui a le plus de vues. Ensuite, entre la première et la 2e, 1 million. La première, c'est 1 million. L'autre, c'est 200 000. 1 250 000 et 20 000. 250 000. Pourquoi c'est plus intéressant Et 20 000. de consommer des fruits et légumes en poudre plutôt que certains jus? Ok, la première, je l'ai bien aimée quand même. Et la 2e. Du coup, tu prends ta gourde, tu verses ton stick, tu mélanges bien. Ok, 3, 1, 2. Donc la 3, c'est La la 3, 1 première. million. Ouais. Ouais. Non, du coup. La 3, c'est pas celle à 1 million. Non, c'est la 250 000. Ok, donc j'ai la moitié, ok. Et c'est la première, c'est laquelle? Celle à 1 million? C'est la 1 million, c'est la deuxième. C'est la 2e. Et moi, je dis 3, 1, 2. Ouais. La 2, celle à 1 million? Ouais. Putain, j'aurais Alors vraiment. que moi, pas j'avais dit. bien aimé la 3. Ouais. Je trouve que c'est la Bah, meilleure. après, c'est la 2e plus vue. Oui. Ok, bon, voilà pour le jeu. J'ai totalement flop. Ouais. Après, c'est dur. Hein. J'ai. En j'ai fait, monté le niveau. le piège de ça, c'est que ça peut être. Par exemple, la 3, pour moi, c'est la meilleure, la 3. Il suffit que la 3, ce soit en effet la meilleure, mais que là, sur la page du gars, je me trouve des excuses là. Sur la page de Florent, il vient de la diffuser. Moi, objectivement, je la trouve la 3 plus Ouais, stylée. pareil. Et l'exercice, c'est justement de dire Je savais que pourquoi. t'allais dire ça aussi. Ouais, moi, j'aime bien les trucs fondateurs et tout. Et justement, je l'ai vu plein de fois, c'est que les vidéos qui durent le plus longtemps, c'est des vidéos qui parlent à beaucoup de gens. Et pour moi, la vidéo 2, c'est pour moi une créa retargeting. Mais là, apparemment, elle a marché. Ou alors, c'est une créa retargeting qui m'embarque beaucoup. Si Frigus, les gars, vous voulez nous donner les stats, je suis grave chaud. Donnez-moi le stat taux de répétition des 3 créas et on saura. Mais en fait, la 2e, c'est on comprend dès le début que c'est un truc de Frugiz. La 3, si tu connais pas trop Frugiz, tu vas dire bon, je me laisse tenter. Du coup, la 3 a plus de potentiel pour moi d'aller plus loin. La 2, elle est plus forte sur des clients actuels, donc peut-être qu'ils l'ont poussé fort sur les clients actuels. Et la première, un entre-deux. Mais elle était plutôt bien faite. J'ai bien aimé le truc tableau blanc et tout. En ce moment, c'est une méta qui marche bien. Pas en ce moment, depuis un moment. Donc, ouais, ça marche bien. Bah, du coup, ça, je me foire pas mal. Hein. Ok, ouais. Après, c'était pas facile. Un jour, on aussi. essaiera d'avoir les vrais stats des gens. Mais en vrai, si vous avez, si vous voulez qu'on analyse vos ads, vos comptes ou quoi, ça peut être grave intéressant, Ouais. je pense. Donnez vos ads avec les stats, avec le compte pub. Et comme ça, on peut faire ce jeu et après, je pourrais analyser et vous avez une analyse gratuite. Ouais, ce serait cool. On enchaîne. Allez. On a eu plusieurs retours sur ça. Ça va être en gros comment tu gères l'organisation globale des créas, donc tout ce qui va être les variations, les learnings, et comment tu t'organises pour gérer tout ça et pas que ce soit le bordel, surtout quand tu commences à avoir pas mal de créas. Donc, on parle organisation créa. C'est ça. Moi, j'ai un tableau qui s'appelle le process créa, enfin que j'avais chez 900 Care. Là, je l'ai différemment parce qu'on est une agence qui fait pour plusieurs marques, donc c'est une plus grosse usine. Ce que je te conseille de faire, en fait, un process, c'est quoi? Un bon process, c'est un truc facile à comprendre pour tout le monde et que tout le monde arrive à utiliser. Donc déjà, il y a un truc de gestion de process et tout. Et c'est un truc qui permet de tout faciliter. Quand tu fais des créas, tu as plusieurs problématiques. La première problématique, c'est que chacun a ses idées. Donc tu vas avoir tes idées sur un Google Doc, moi sur mon iPhone Note, l'autre sur ses favoris en TikTok. On a tous des idées aux différents endroits. L'objectif 1 d'un process, c'est de centraliser les idées. L'objectif 2 du process, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait le minimum d'aller-retour entre les différentes personnes. Il y a un creative strategist qui fait les briefs. Il y a un mec qui a donné l'idée, soit le fondateur, soit un collègue, soit le creative strategist. Il y a le creative strategist qui a fait le brief. Il y a quelqu'un, on ne sait pas qui, un créateur UGC ou le creative strategist ou le monteur qui va tourner. Et après, il y a le monteur qui va monter la vidéo. Et après, il y a un gars qui va valider. Est-ce que c'est le creative strategist ou le fondateur? Il y a plein d'interlocuteurs différents, tu vois. Et le but, c'est de centraliser tout ça. Le troisième objectif, c'est d'essayer de centraliser les learnings, les analyses. Donc, une mauvaise idée, ça serait d'avoir un endroit où tu as des idées, un endroit où tu fais tes allers-retours, tes échanges et tout avec le monteur et le créateur UGC, etc. Et un endroit où tu mets tes learnings. Le but, c'est de centraliser un peu partout. Du coup, ce que tu peux faire, ce que je t'invite à faire là, tu prends Notion ou tout autre type d'outils de gestion, genre Trello, je sais pas quoi. Tu fais plusieurs colonnes. Moi, j'ai une colonne idée. En fait, dès que tu as une idée, tu vas le mettre dedans et tu vas envoyer ça à ton équipe. Et tout le monde, dès que vous avez une idée, vous me créez une carte et vous la mettez là-dedans. On mettra des screens d'insertion de mon ancien process. Donc comme ça, tu as une colonne, tu as un endroit où tu sais que tu as toutes les idées stockées. Après, tu fais une colonne, il y a écrit brief en cours, une colonne tournage en cours, une colonne montage en cours, une colonne analyse à faire, et une créa échec testing et une créa scaling. Une colonne scaling. Et je vais t'expliquer tout ça. Et en fait, tu vas créer des cartes. Une carte
sur les outils de gestion, ça marche comme ça, gestion de projet. Une carte égale une créa. Après, je te montrerai les différents champs que tu peux faire sur les créas, mais imaginons, tu commences ta semaine en tant que créatif stratégiste. Tu vas regarder dans la colonne idées les différentes idées que tu as eues un jour, si tu as besoin. Ou alors, tu vas directement dire que tu as une idée directe, tu as envie de l'écrire, tu crées une carte, tu la mets dans brief en cours, tu écris le titre vite fait et tout, tu remplis les différents champs. Exemple, qui est le mec qui a eu l'idée, ou qui est la personne qui va faire le brief. Moi, j'ai un truc qui s'appelle chargé de brief, qui est la personne qui va faire le brief. Et après, il y a un champ qui dit qui va être le monteur, qui va être la personne qui va tourner. Et après, il y a d'autres trucs qui sont moins importants. Et du coup, tu écris ton brief en ayant la carte dans brief en cours. Une fois que le brief il est écrit, tu passes ta carte dans tournage à faire. Là, tu arrobas la personne qui doit tourner. Si c'est un créateur UGC ou si c'est toi qui vas t'occuper avec le créateur UGC, tu le fais toi-même. Mais si tu as une autre personne qui s'occupe de faire ça, tu arrobas cette personne-là. Une fois que c'est fait, tu as un champ Google Drive. La personne qui a créé le contenu, elle met son lien dans la carte. Comme ça, tu as une carte avec le brief, qui a fait le brief, qui a tourné le truc, le lien Google Drive. Une fois que le truc il est fait, tu passes ça dans tournage à faire, montage à faire, et tu arrobases le monteur. Tu lui mets une deadline, tu peux mettre un champ deadline. Hop, tu arrobases le monteur, tu dis voilà, le monteur il a le script, qui a fait le script, il a une question, qui a tourné, les liens Google Drive, il a rien de besoin de te demander, tu vois. Il a arrobase, il a reçu son truc, il a tout, la deadline, tout, tu vois. Une fois que lui il a monté sa vidéo, il met ça dans, par exemple, Done, j'ai pas dit, mais tu peux avoir une catégorie Done. Il re-arrobase le créatif stratégiste pour qu'il vérifie, ou la personne qui doit valider, c'est le fondateur ou quoi. La personne, si elle valide, elle met valider, et après, du coup, elle peut lancer ça, peut lancer la créa. Une fois que la créa est lancée et que la personne va analyser la créa, si la créa la flop, tu mets ça dans échec testing. Si elle a marché, tu mets ça dans scaling. Comme ça, tu as un historique de voici les créas qui un jour ont flop, voici les créas qui ont un jour scalé. Comme ça, un jour, dans 2 mois, si tu n'as plus d'un speed, tu peux aller voir les créas qui ont scalé il y a 2 mois. Et tu te dire, ah putain, il y avait celle-là, je vais changer, je vais faire quelque chose sur. Et du coup, quand tu fais ton analyse, tu fais tes screens et tu fais ton analyse dans la carte. Du coup, tu te retrouves avec un process où tu as qui a fait le brief en question, qui a tourné, les liens Google Drive des rushs, qui a monté, les échanges aller-retour avec les différentes personnes, qui a validé s'il y avait un final reviewer ou quoi, l'analyse, et est-ce que ça a scalé ou est-ce que ça a fail. Tu as tout au même endroit, tu vois. Et je vous mettrai les différents inserts. Tu sais quoi, si je suis chaud, vas-y, je suis chaud, je vous mets le template en dessous gratuitement. Vous avez juste à le télécharger. Je le fais ou pas? Vas-y. Allez, je le fais. D'habitude, je le vends. T'as capté un peu? C'était clair pour toi? En vrai, ouais. Mais du coup, les learnings, tu les stockes dans échec et scale. Ouais. Mais est-ce que si tu fais beaucoup de créa, ça va pas se perdre et après, au bout de plusieurs semaines? Au début, si tu fais pas beaucoup de créa, ça c'est bien. Parce que, en l'occurrence, tu as 1 ou 2 personnes et vous gardez le learning en tête. Si tu commences à avoir beaucoup de learning, le but, c'est d'avoir peut-être un fichier à part. En fait, nous, on a un fichier à part où tu mets des learnings qui sont vraiment confirmés, qui sont sûrs. Là, le but, c'est juste d'avoir une analyse de base. Quand un jour, tu as un learning, genre vraiment, tu as appris quelque chose. Bah là, pour le coup, j'ai un notion à part où il y a écrit quel AB test tu as fait, quels sont les créas, quelle hypothèse tu veux les tester, le résultat et à quel point tu penses que c'est fiable. Et comme ça, au bout d'un moment, genre, quand on va par exemple, chez 900, j'avais l'équivalent de ça, un peu moins bien fait. On allait dessus, on savait que ça marchait toujours constamment mieux que ça. Quand tu floutais un gars dans le hook, ça marchait mieux que s'il n'était pas flouté, etc. Tu vois. T'as des hooks avec lesquels tu peux jouer. Le truc, c'est que ça change toujours. Exemple, là, je te parle on a fait un test un jour où c'était l'un de nos meilleurs hooks. Il y avait un mec, on l'a interrogé à la Fashion Week. Et en fait, il était en short et en t-shirt court. Et nous, en fait, on a flouté son short et son t-shirt court pour faire croire qu'il était nu, tu vois. Du coup, on voyait que le reste, tu vois. Et ça a super bien hook. Okay. Et pourtant, ça n'a pas impacté le reste de la vidéo. C'est-à-dire que le reste de la vidéo était toujours bien. Ben, ça, on l'a noté. Quand hook un mec, il faut croire qu'il est nu, il y a un meilleur hook rate sans impacter le reste de la vidéo. Mais si tout le monde se met à faire ça, ça ne marchera plus. Voilà. Donc, ouais, challengez vos learnings régulièrement. Mais du coup, je vais te challenger un peu là. Imaginons si là, demain, tu es une marque ou si dans notre agence, il faut qu'on gère genre 1000 créas par semaine. Il faut qu'on produise 1000 créas par semaine. Comment tu ferais pour gérer ça? 1000 créas par semaine. Ouais. C'est énorme, 1000 créas par semaine. Bah, déjà, je pense que je changerais la donne parce que là, du coup, il y aurait beaucoup trop de cartes. Déjà, il faudrait faire un filtre en mode. Je pense que quand tu fais 1000 créas par semaine, tu as plusieurs agences. Ou alors, même si c'est une agence qui gère ça, elle a plusieurs créatifs stratégistes, plusieurs personnes. Tu penses que la plus grosse marque en e-com, elle fait combien de créas par mois? Ça doit être aux US déjà et je sais vraiment pas. Je crois que j'ai déjà entendu des trucs du genre 200 par semaine. Au-delà, je sais pas si j'ai entendu. Bah, imaginons que tu es une marque qui doit en faire 200 par semaine. Comme ça, on garde l'aspect marque. Tu as un seul produit. Tu prends l'équivalent du même process, sauf qu'en fait, tu as différents créatifs stratégistes. Moi, pour faciliter les choses, j'aurais des teams. La team avec un créatif stratégiste A, une team avec un créatif stratégiste B. Tu fais un champ créatif stratégiste, comme ça, les mecs ils peuvent filtrer en mode voilà les créas à faire pour moi, tu vois.
Je ferais ça, par contre, les learnings, je les mettrais pas dans ce même endroit parce qu'il y aurait plein de trucs. L'analyse, je la garderais là-dedans. Et en fait, juste avec les fils, tu te retrouverais. Donc, je pense que je ferais ça. Après, si tu as différents partenaires, si moi, je suis une marque et que j'ai différents partenaires qui me font mes créas, genre j'ai une agence qui en fait 10, un mec qui m'en fait 5, un mec qui en fait 5, etc. Bah, je pense que c'est moi qui leur enverrai le tableau et ils devraient utiliser mon process. Parce que si, en tant que marque, j'ai le process de tout le monde, c'est un peu chiant. Donc, je leur enverrai mon propre process. Je leur dirai, voilà mon process, essaie de le prendre. Sauf si tu as une agence qui lead tout et qui centralise le truc, tu vois. Mais en vrai, ouais, je pense que je ferais ça. Après, la beauté d'un process, c'est qu'en fait, tu l'adaptes. Tu regardes ce qui marche pas. Après, ça, c'est ce qui fonctionne pour moi. Peut-être que pour d'autres personnes, ça fonctionne pas. En l'occurrence, quand je fais des coachings, les mecs, je leur conseille ça et ils s'organisent comme ça. Mais il y en a, ils modifient le truc, tu vois. Donc, prenez la base de ce process-là et puis modifiez-le s'il faut et adaptez-le à vos besoins. Donc là, la réponse, elle est moyennement donnée. Mais je pense que juste en jouant avec les fils, tu peux réussir à modifier le process et je le ferai comme ça, quoi. Ok. Et du coup, tu as parlé de créatif stratégiste. Ouais. Mais comment on fait pour recruter un bon créatif stratégiste? Comment on fait pour recruter un bon créatif stratégiste? Un mec déjà formé? Ça dépend. Imaginons, on fait une marque qui vient de commencer, qui n'a pas énormément de budget, donc qui veut un peu chercher quelqu'un qui est prêt à se former sur le tas, et une marque qui a plus d'argent et qui là veut chercher quelqu'un de formé. Déjà, la marque qui n'a pas le budget, le mieux, ce serait que ce soit le fondateur qui le fasse. Ok. Ou quelqu'un dans l'équipe, quelqu'un impliqué avec des parts, parce que c'est tellement une compétence importante et qui te rapporte de l'argent que si tu sais pas le faire toi, déjà tu vas payer quelqu'un cher, tu vas pas pouvoir économiser beaucoup. En deux, il y a une marque qui pourrait dire je vais prendre un apprenti puis je vais le former. C'est pas génial parce qu'au bout de 2 ans il sera plus là et en apprentissage il va être moins impliqué. Je préfère que toi en tant que fondateur tu te formes et après tu puisses recruter quelqu'un et tu sais comme ça si le taf est bien fait, tu vois. Et si tu es une marque qui a déjà un peu de Et si budget, le fondateur il a pas le temps ou il est sur d'autres projets ou il a pas trop, tu conseilles de faire quoi dans ce cas-là, il faut qu'il ait le budget pour recruter quelqu'un. S'il n'a pas le temps et qu'il n'a pas le budget, il va dans le mur. Donc tu penses que si t'as pas beaucoup de budget, c'est une mauvaise idée de prendre un alternant, d'essayer de le Ouais. former ou autre? En créative stratégie, ouais. Ok. Parce qu'il va pas, tu vas mettre 1 an pour que ce soit bien opérationnel et après il va partir, il aura fini son alternance. Tu peux peut-être le recruter. Imaginons que tu veuilles former un apprenti, bah il faut que tu le formes. Le problème c'est que qui va le former si tu sais pas faire toi? C'est vrai. Donc soit tu fais appel à quelqu'un d'autre qui le forme. Moi avant je formais des gars, maintenant je le fais de moins en moins parce qu'on fait les créas, il faut que je me focus là-dessus. Donc soit tu fais appel à quelqu'un qui va le former, sauf que là sur le marché il y a personne à part ma formation qui forme quelqu'un. Et ma formation c'est genre il consomme et après faut l'épauler, faut l'encadrer. Qui va l'encadrer si toi en tant que fondateur tu sais pas faire les créas? Donc c'est pour ça que je dis que pour moi ça marche pas ce truc-là. Si jamais tu tombes sur une pépite d'apprenti, tu lui donnes une formation, imaginons la mienne, que le mec il se forme et qui est très autonome, très opérationnel, ok. Mais dans ce cas-là, tu as recruté quelqu'un qui est opérationnel, enfin qui est autonome. Dans ce cas-là, si tu veux recruter un bon créatif stratégiste, recrute un mec autonome, qui a envie, qui est purement curieux, qui est vraiment curieux, qui consomme pas mal les réseaux sociaux et qui est débrouillard. Et ça, je pense que tu as toutes ces qualités, tu lui donnes une formation et après, il s'en sort, tu vois. Après, l'autre partie, c'est que si tu as le budget, sur le marché, il n'y a pas énormément de créatifs stratégistes, il y en a de plus en plus, mais je ne sais pas à quel point ils sont bons. Si tu veux recruter un bon créatif stratégiste, déjà, il faut aligner le billet, parce que c'est un métier qui rapporte et donc qui coûte. Il faut être prêt à le payer. Donc, il faut que ton business il soit solide à côté. Du coup, imaginons qu'une marque n'a pas trop de budget, est-ce qu'elle peut pas essayer de voir pour un créatif stratégiste qui s'y connaît et de voir pour lui donner des parts ou autre pour éviter, si elle n'a pas beaucoup de budget? Elle peut. Mais c'est dur. C'est chaud de donner des parts. Elle peut. Mais ça, c'est comme tout. Soit tu payes pas et tu donnes des parts, soit tu payes. Mais si tu es prêt à donner des parts, oui. Le problème, c'est que si tu es prêt à donner des parts, je préfère qu'en tant que fondateur, tu apprennes cette compétence et que tu gardes tes parts. Ouais. Le mieux, c'est ça. Franchement, c'est tellement important. C'est des compétences où les fondateurs, ils doivent être capables de le faire. Parce que le problème, c'est que quand tu délègues une compétence que tu sais pas faire et qui est importante, tu sauras jamais si elle est bien faite. Tu auras un créatif stratégiste, il va te faire des créas ChatGPT. Tu vas te dire, putain, ça marche pas, vas-y, ma marque, elle marche pas. Alors que le mec, il fait 1/10 de ce qu'il faut faire. Parce que tu sais pas faire. Trop important, formez-vous, les fondateurs. Ok. Et du coup, maintenant, pour une marque qui a de l'argent, comment elle fait déjà pour pour avoir beaucoup de créatifs stratégistes dans leur formulaire? Et ensuite, tu conseilles quoi comme question ou comment en gros trier du coup les différents... Moi, je pense pour l'instant, le mieux, c'est de prendre un gars et de le former. Parce que du coup, tu pourras économiser sur le salaire, tu prendras un mec, tu vas dire, je vais t'apprendre. Donc, mais du coup, là, tu pars du principe où il y a une personne en interne qui sait faire. Ouais. Mais si la personne ne sait pas, il n'y a pas quelqu'un fort. Si la personne ne sait pas faire, et du coup, elle est obligée de recruter quelqu'un qui est déjà formé. C'est ça. Et du coup, la question, c'est comment est-ce que tu attires quelqu'un qui est déjà formé?
Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de créateurs stratégistes, donc tu vas pas beaucoup en attirer. Si tu veux l'attirer, il faut que tu sois une belle marque. Par exemple, les marques comme 900K, Horace ou quoi, les belles marques qui ont une ADN un peu jeune, on voit que tu vas t'amuser à faire des créas pour eux. Je pense que ça attire plus facilement les meilleurs créateurs stratégistes qui ont envie de chercher un CDI. Le problème, c'est que les créateurs stratégistes, soit ils ont leur agence, soit ils ont leur marque e-commerce, soit ils sont full. Donc, il faut dire que tu dois trouver un créateur stratégiste qui n'est pas dans le truc, qui se dit, qui est dans le cheminement de dire, bon, je vais aller en faire un CDI. Si tu es capable de donner des parts à un mec comme ça, vas-y, c'est mieux. Ou alors une belle rémunération. Mais le problème, c'est que tu vas galérer à en trouver. Là, en l'occurrence, actuellement, il n'y en a pas. Pour moi, il n'y en a pas des créateurs stratégistes sur le marché. J'en ai pas vu. Il y a des personnes qui se disent créateurs stratégistes, etc. Mais j'ai pas jamais vu de quoi elles sont capables. Peut-être qu'elles sont bien, j'en sais rien. Mais il faut prendre le risque où tu sais pas si elle sera bien, cette personne-là. Si elle a déjà fait des ads par le passé, tu as une idée. C'est-à-dire qu'elle a géré telle marque, tu sais ce qu'elle a fait. Ou elle a travaillé pour telle agence et tu demandes à l'agence si la personne était bien, elle va te dire. Donc en fait, je dirais, si tu vas attirer un bon créateur stratégiste, tu dois être une bonne marque. Si jamais tu n'es pas une bonne marque, c'est-à-dire que tu débutes mais que tu as de l'argent, prends quelqu'un et forme-le. Si tu n'as pas envie de le former, il faut être prêt à pas avoir un bon profil, quoi. Et après, ça devient juste les problématiques de base d'un recrutement. C'est comment tu recrutes une bonne personne. Donc ouais, je sais pas si ça répond pas à la question. Si, ok. Et maintenant, une fois qu'imagine la personne, elle a, je sais pas, 10, 15 créatifs stratégistes, comment elle réussir à filtrer et choisir le meilleur? Ça revient aux questions de comment faire un bon recrutement. Et ça, j'y ai longtemps réfléchi et c'est un truc hyper compliqué. Moi, j'aime bien quand tu recrutes quelqu'un, il faut checker deux choses. Est-ce que, un, elle a les compétences techniques? Est-ce que, deux, elle a le fit humain? Du coup, au début, moi, ce que j'aime bien faire, c'est... on peut modifier le truc. Un test technique, un entretien fit, c'est-à-dire pour voir si la personne est fit avec la boîte et tout. Et du coup, il faut être clair sur moi. Ce que j'avais fait chez 900K, c'est que j'avais écrit noir sur blanc, et même là, pour Creative Lab, c'est quoi le profil idéal? Et en fait, tu notes, OK, c'est quoi les compétences que tu veux d'un créateur stratégiste? Ça doit être un mec qui doit être autonome. Comment tu fais pour vérifier que quelqu'un est autonome? Par exemple, pour toi, tu as été pris, entre autres, parce que tu avais fait beaucoup de choses tout seul avant. Tu vois, donc, on sait que tu es autonome en faisant ça. Donc, si je veux que mon créateur stratégiste soit autonome, je vais lui poser des questions pour voir s'il est autonome dans mon entretien fit. L'entretien fit, c'est pas genre des questions. Est-ce que tu es autonome? Oui, ok, merci, c'est coché. C'est de cacher un peu pour. C'est de poser des questions pour que le mec il puisse dire A ou B et les deux sont des bonnes réponses. Exemple, tu te souviens un peu les questions que je t'avais posées ou pas? Plus trop. Je pense, je sais pas si je t'ai posé ça là, mais genre, c'est quand la dernière fois que tu t'es retrouvé seul sur un projet à gérer? Raconte-moi et demande-moi comment ça s'est passé. Le mec il réfléchit à dire ouais, moi quand mon manager il était plus là et tout, et du coup tu demandes comment ça s'est passé. Scénario 1, il va te dire, après tu demandes à ChatGPT des questions, tout ça. Scénario 1, la personne peut me dire j'ai géré les trucs les plus faciles et tout, les plus évidents, et pour le reste qui est un peu compliqué, je l'ai mis de côté et j'attendais que la personne revienne. C'est une réponse qui peut être bonne aussi, mais c'est pas quelqu'un de autonome. Après, peut-être qu'il pouvait pas se le permettre. Mais une personne qui est autonome et qui peut se débrouiller, va se dire je réponds aux trucs plus faciles, les trucs plus compliqués, j'allais demander à des collègues. Si vraiment c'était urgent et que mes collègues n'étaient pas dispo, j'ai envoyé un message à mon responsable. Et si vraiment j'avais pas la réponse et qu'il n'était pas disponible et que c'était dangereux de répondre, je mettais de côté, tu vois. En fait, tu tâtes un peu comment il est débrouillard. Mais je reviens... Non, vas-y, là, on est sur l'entretien Team Fit. Tu mets à plat ce que tu veux. Je veux qu'il soit autonome. C'est quoi les questions que je pose pour voir s'il est autonome? Je veux qu'il soit curieux. C'est quoi les questions que je pose pour voir s'il est curieux? Je veux qu'il soit beaucoup sur les réseaux sociaux. Comment je peux voir s'il est sur les réseaux sociaux? Spoiler, tu regardes son temps d'écran. Tu vois, tu te poses toutes ces questions-là. Okay. J'ai fait un résumé global des qualités, entre guillemets, importantes. Curieux, autonome sur les réseaux. Ouais, curieux, autonome sur le réseau. Ça, c'est les compétences humaines. C'est-à-dire, je parle pas des compétences techniques. Pour moi, c'est les trois plus importantes. Okay. Après, s'il est créatif ou observateur, tu parles de ça, créatif, observateur. Analyste. Ouais, voilà. Observateur, je dirais plus en général. Quelqu'un qui voit et qui sent les choses, qui comprend, etc., ce qui se passe autour, tu vois. Mais généralement, quand tu es curieux, tu es un peu observateur. Et du coup, l'étude de cas, un bon étude de cas, c'est un mini-exemple de ce que tu dois faire. Tu te souviens, c'était quoi ton étude de cas? Écrire un script, je crois, non? Tu devais écrire un script et analyser une créa, je crois. Je suis plus sûr de ça. Je suis plus. Mais l'idéal serait ça. En fait, c'est quoi le taf d'un créateur stratégiste? C'est d'écrire des concepts différents, qui convertissent, des bons concepts, des bonnes créas. Gérer le processus de création, avec gérer le tournage, le montage, etc. Donc un peu de management. Et analyser les perfs d'une créa. Le management, donc en fait, tu fais une étude de cas où tu demandes de faire les trois en mini-version. Moi, j'ai pas décidé de faire les deux parce qu'il faudrait que je vous dise. L'idéal d'une étude de cas parfait dans ce contexte-là serait de dire écris-moi 3 idées de script, mais écris-en un de A à Z, que tu vas réaliser. Je te donne une enveloppe.
et que tu vas analyser et que tu vas itérer. Ça, c'est un peu long comme étude de cas, mais c'est bien, tu vois. Moi, en l'occurrence, ce que je fais, c'est que donne-moi 3 concepts de créa différents. C'est-à-dire un concept top of funnel, middle funnel, bottom funnel. Ça, je vois déjà s'il capte ce que c'est. Ne le réalise pas, mais juste envoie-le-moi. Et puis, moi, je regarde si c'est un bon script, c'est-à-dire quelle est ses capacités à écrire un bon script. Mais là, tu testes pas sa capacité à manager. Et 3, tu lui envoies plusieurs analyses de créa. Sur un 100K, je l'avais très bien fait. J'avais pris plusieurs créas, genre un niveau facile, 2 niveaux moyens, 3 niveaux difficiles. Comme ça, tu vois à quel point le mec il est bon, tu vois. Mais généralement, sur cette partie-là, tu formes les personnes. Mais au moins, tu vois si le mec il sait écrire des scripts et il sait analyser parfaitement, il n'y a pas photo, il emporte sur tout le monde, tu vois. Donc, je te conseille 3 niveaux de créa. Une erreur que j'ai fait récemment, c'est de donner juste une seule étude de cas, enfin une seule analyse de KPI. Et du coup, je ne voyais pas le niveau de la personne parce que c'est une étude facile. C'est une analyse facile. J'aurais dû dire facile, moyen, difficile. Facile, par exemple, ça peut être, je sais pas, 2 créas et on voit évidemment laquelle est la mauvaise, laquelle est la bonne en fonction du ROS, c'est le même spend et tout. Deuxième, tu mets un petit piège. Il y en a une qui n'a pas le même spend, mais qui a un meilleur ROS. Tu regardes si le mec qui tombe dans le piège, tu dis c'est quoi la meilleure créa? Il va dire celle qui a un ROS de 4 alors qu'elle a dépensé 10 €. Tu vois. Et troisième cas, tu dis voilà 3 créas. Il y en a une, elle est un tout petit peu meilleure pour une KPI en question. Tu lui dis pourquoi et concrètement, moi ce que j'avais fait, c'est que ce que je fais là, c'est tu es en testing, voilà les 3 variantes de créa que tu as lancées. Quelle créa tu dirais au Media Buyer de lancer, enfin de scaler? Pourquoi basé sur les KPI? Et qu'est-ce que tu améliorerais basé sur la vidéo? Et le mec, ce qu'il est censé me dire, c'est ok, je pousserai la créa 1 parce que sur un même niveau de spend, elle a des meilleurs hooks, des meilleurs holds, des meilleurs CPC, pas le meilleur couparage au panier, mais vu que ça a dépensé 100 €, c'est pas significatif. Ok, top. S'il me dit je pousserai la troisième parce qu'elle a dépensé 20 € et elle a 3 de ROS alors que les autres n'en ont pas, il s'est trompé. Ensuite, qu'ils me disent, bah, du coup, basé sur les KPI, pourquoi? C'est ce que je viens de te dire là. Après, qu'ils me disent, basé sur les KPI, qu'est-ce qu'il améliorerait? La une, c'est la meilleure, mais le hook est un peu plus bas que la troisième. Dans le troisième, il y a un hook où le mec, il fait ça, c'est très visuel. J'aimerais faire un truc visuel sur la une, mais avec la punchline de la une, tu vois. Ça, c'est ce genre de truc, tu vois. Et voilà un peu pour l'étude de cas. Et comme ça, là, après, tu regardes lesquels auraient bien répondu. Mais il faut que tu sois clair sur ça, c'est la bonne réponse, ça, c'est la mauvaise réponse. Je veux ça, je veux pas ça, je veux ça, je veux pas ça. Et après, tu fais ton tri. Mais du coup, imaginons que là, la personne qui recrute, du coup, elle s'y connaît pas forcément dans ça et qu'elle n'est pas formée. Comment on peut quand même réussir à trouver le bon creative stratégiste, même si elle s'y connaît pas énormément? La personne qui recrute, c'est-à-dire la personne qui fait le recrutement, elle s'y connaît pas? Ça, imaginons c'est un mec qui a lancé sa marque récemment, qui commence à vraiment bien marcher, qui veut recruter un creative stratégiste, mais qui n'est pas calé dans le domaine, du coup. Bah, du coup, c'est pas ce que je lui recommande de faire. Là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que forme-toi à la créative stratégie. Sinon, tu n'es pas capable de voir qu'est-ce qu'un bon creative stratégiste. Tu vois? En fait, si tu n'es pas formé à un truc et que tu essaies de recruter là-dedans, tu vas te foirer. Soit tu fais appel à un cabinet de recrutement qui est expert là-dedans, soit tu te formes, et je préfère que tu te formes parce que c'est tellement une compétence importante. Tu te formes et comme ça, tu es capable de recruter quelqu'un. Sinon, là, tout ce que je viens de t'expliquer, tu n'es pas capable de faire cette étude de cas. Tu n'es pas capable de comprendre qu'est-ce qu'un bon creative stratégiste, qu'est-ce qu'une bonne analyse, qu'est-ce qu'un bon script. Tu vas regarder le truc, tu vas dire ouais, ça me semble cool, vas-y, let's go. Oui. Voilà. Mais est-ce que tu n'as quand même pas, je sais pas, des red flags ou des green flags pour. C'est vraiment genre, est-ce qu'il a les caractéristiques humaines d'un bon creative stratégiste? Ça, tu peux le voir assez facilement, mais déjà, il faut le comprendre. Et après, est-ce qu'il a les compétences techniques? Et si les compétences techniques, tu dois les avoir toi pour voir s'il les a lui, tu vois. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, j'y pense, j'ai envie de lancer un service où je fais ça pour les marques. Mais ce que j'allais dire. Ouais. Un cabinet d'avocats, enfin un cabinet de recrutement, même eux, généralement, ils vont pas s'y connaître. Non, en vrai, il n'y a même pas de cabinet de recrutement. Non, en gros, si tu vas sur le site, tu verras qu'il y a une offre. Là, on a une offre que j'aimerais bien faire, que j'ai pas encore fait. Je l'ai fait un peu, mais en coaching pour des marques. C'est-à-dire qu'il y a des marques qui viennent et me disent bon, je veux scaler les créas, dis-moi ce que je dois faire. Sauf que là, j'aimerais le faire pour les gens. J'aimerais recruter les créatifs stratégistes, les monteurs, les former, mettre le process en place et les accompagner sur 3 mois. Comme ça, au bout d'un moment, le mec, la marque, je lui dis voilà, tu as ton créatif stratégiste, tu as ton monteur, tu as les process. Moi, je suis dispo pendant 3 mois pour l'accompagner. Tiens, maintenant, ça va rouler, tu vois. C'est trop bien à faire. Je crois qu'il y a un mec aux US qui fait ça. Ah bon? Ouais, je crois que c'est creativestrategist.com ou genre un truc ultra simple comme ça. C'est un peu ce que j'ai fait avec 900, tu vois. Et surtout que les marques, elles sont prêtes à payer cher parce qu'elles savent qu'il y a un bon retour sur investissement. Ouais. Et surtout si tu as des études de cas, exactement. tu es compétent. En fait, en soi, c'est exactement ce que j'ai fait avec 900K. Je suis arrivé, il y avait une apprentie avec le fondateur. Je quittais la boîte, on était, à notre prime, on était 7 personnes dans l'équipe créa. Genre 3 créatifs stratégistes, 3-4 monteurs. Et tout ça, les process, les profils, les formations, tout ça. Si vous êtes intéressé, ça, c'est un truc que j'adore faire, donc allez-y. N'hésitez pas. Prochain sujet. Comment tu t'expliquerais l'algo Facebook à quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout? Genre un enfant de 12 ans. Oh, l'enfant de 12 ans, il a intérêt d'être intelligent.
Ok, moi j'avais une bonne métaphore, j'avais trouvé une bonne métaphore un jour. Alors, l'algo Facebook. Déjà, l'algo Facebook, il change souvent. L'algo Facebook, c'est un grand mot pour dire quel est le code derrière l'outil. Mais en soi, l'algo Facebook, c'est juste... L'intérêt de Facebook, c'est que les marques fassent de l'argent pour qu'ils poussent les budgets en pub et que les utilisateurs sur le site, enfin sur Facebook, ils passent un bon moment. Donc déjà, l'algo, tu vas l'avoir de ton côté quand tu fais passer un bon moment aux gens. Quand tu fais des pubs bien, en gros. Concrètement, comment il fonctionne? Je vais te faire une métaphore. Facebook, quand tu lui donnes des pubs, tu lui donnes un budget. Tu vas dire, tiens, je te donne 100 € pour diffuser 5 pubs. Ce budget-là, imagine que c'est une enveloppe. On va dire que c'est une bulle. C'est une bulle grosse comme ça, tu vois. Quand tu lui donnes 1000 €, c'est une bulle qui est plus grosse. Lui, il va faire des testings. C'est-à-dire qu'il va prendre la France, si tu prends la France. Il va prendre la France, toute la population qu'il a en France. Et en fait, chaque personne, on est dans des bassins d'audience. Moi, je suis lié à gaming, entrepreneuriat, développement personnel, Dubaï, voyage. Tu vois, il a des mots-clés un peu pour comprendre qu'est-ce que Rohin. Toi, tu as tes mots-clés à toi, tu vois. Et du coup, quand il va tester une pub, il va essayer de tester cette créa-là sur différentes personnes. Imagine que ça, c'est la France, là. On va mettre un fiou, c'est la France. Quand tu lui donnes 100 €, tu lui donnes une bulle grosse comme ça, une puissance comme ça, par jour. Il va prendre cette bulle-là, il va la diviser en plein de petites bulles et il va tester plein de trucs. Il va tester ces audiences-là, ces audiences-là, ces audiences-là, ces audiences-là, ces audiences-là. Imaginons, il se rend compte que les geeks, ils ne raisonnent pas du tout avec ça. Les intellos, c'est cliché, mais tu vois, pour t'expliquer. Les intellos, ils raisonnent très très bien avec ça. Mais il n'y en a pas beaucoup des intellos en France. Donc je vais tester autre chose aussi. Les mecs qui ont un QI de 130 et qui jouent, ils raisonnent bien quand même. Donc je vais essayer de trouver un entre-deux. Et tu vois, en fait, il essaie de trouver l'audience parfaite. Donc en fait, il teste des petits trucs. En fonction, il affine. Donc imagine que c'est la France et que ton audience idéale, elle est en plein centre. Tu vois, c'est une métaphore, c'est pas géographique. Il va faire un Tesla, un Tesla, un Tesla, un Tesla. Il va voir que ça, c'est trop loin, ça va pas marcher. Ça, c'est un peu proche de ce qu'il est, il y est presque. Donc il va refaire un truc là, un truc là, un truc là, là. Il va affiner. Et au bout d'un moment, il va trouver l'audience qui marche. Et c'est pour ça que Facebook, il te dit, tu as une colonne learning, apprentissage en cours, etc. L'algo, il te dit, frérot, j'ai besoin que tu me laisses atteindre 50 ventes sur une fenêtre de 7 à 10 jours pour que je te dise, c'est bon, j'ai fait le taf. Donc, en gros, il te dit, laisse-moi 7 à 10 jours et laisse-moi 50 conversions pour te dire, c'est bon, je suis optimisé, j'ai appris, tu vois. Et ça veut dire plusieurs choses. C'est-à-dire que quand tu fais du testing, tu sais que ta créa, elle va être comme ça. C'est-à-dire que quand tu testes une créa et que ta créa n'a pas atteint 50 conversions sur 10 jours, les perfs, elles sont instables parce que l'algo, il continue de tester. Et l'algo, il te dit, quand j'ai atteint 50 conversions sur une fenêtre de 7 à 10 jours, je suis le plus stable possible. Donc, quand tu es en testing, tu vas avoir des hauts et des bas. Donc, tu ne peux pas juger une créa à son ROS parce qu'il teste continuellement. Si ta créa a dépensé beaucoup, l'équivalent de 50 fois ton panier moyen sur une fenêtre de 7 à 10 jours, en gros, tu vends un produit à 10 €. Ta créa a dépensé 10 fois 50, ça fait combien? 500. Tu as dépensé 500 € sur 5 à 10 jours. Enfin, 7 à 10 jours. Bah, l'algo, il est normalement optimisé. Si les perfs elles sont nulles à ce moment-là, c'est que ta créa elle est nulle. Si les perfs elles sont bien, top, il s'est stabilisé. Du coup, ça veut dire ça. Comprendre l'algo, ça veut dire qu'en testing, le ROS n'est pas fiable parce que la créa elle fait ça. Par contre, le hook, le haul, le CPM, CTR, c'est un peu plus fiable déjà. Mais les taux de conversion vont faire ça. Et ça veut dire que quand tu... Ouais, en fait, ça veut dire ça. Quand tu apprends l'algo, ça veut dire ça. Et si, ça veut dire un truc aussi. Deuxième chose que ça veut dire, c'est que l'algo, il va changer en fonction de l'enveloppe que tu lui donnes. Tu te rappelles quand je t'ai dit, quand tu lui donnes 100 € par jour, tu lui donnes ça comme bulle. Si ta créa marche bien à 100 € par jour, c'est pas dit qu'elle marche bien à 1000 € par jour. Parce qu'au début, il était ça. Il se dit, ouais, c'est bon, ton audience parfaite, elle est là, en France. Et franchement, 100 € par jour, ça convient très bien, ça me va. L'audience, ça suffit, tu vois. Quand tu passes à 1000 € par jour, tu passes à c'est 10 fois plus, tu vois. Donc la bulle, elle est comme ça. Et là, du coup, lui dit, oulala, l'audience qui marchait bien, elle était toute petite. Là, maintenant, tu m'en demandes d'en trouver d'autres. Lui, il est obligé d'étendre sa puissance, tu vois. Il est obligé d'étendre son ciblage. Donc, il va aller chercher des gens qui vont moins convertir, mais il va essayer de faire plus convertir, tu vois. Donc, en gros, ça veut dire une deuxième chose. Ça veut dire que plus tu augmentes le scaling, plus ta créa doit être bien. Et généralement, c'est dur d'avoir une créa qui est bien. Donc, le mieux, c'est d'avoir plein de créas. Comme ça, il va se dire, OK, tu as une créa qui est vraiment bien pour eux. Je vais le mettre à eux. Tu as une créa qui est vraiment bien pour lui.
lui. Et du coup, tu as plein de créas qui comblent le cercle que tu lui donnes, tu vois. Et le cercle, c'est le budget. Donc, comprendre l'algo, c'est-à-dire qu'en testing, tu as des irrégularités. Donc, ne juge pas une créa en testing à son ROS. Juge-le sur des métriques en amont du tunnel. Couparage au panier, CPC, hook, hold, etc. Un mélange de tout ça. Deuxièmement, quand tu augmentes le budget, attends-toi à ce que l'algo il se réinitialise, il réapprenne. Et si, quand tu augmentes ton budget, ce qui arrive souvent, les perfs, elles crashent, c'est que tes créas ne sont pas assez bonnes ou tu n'as pas assez de créas bonnes. Quand tu scales, tu as deux moyens de scale en créa. Soit tu augmentes juste le budget sur une même créa, il faut que ta créa soit solide, sinon elle s'écroule. Ou alors tu augmentes le budget, mais tu augmentes le nombre de créas. Au lieu d'en avoir une à 100 €, tu en as 10 à 100 €. Et du coup, tu as 10 bonnes créas qui dépensent 1000 balles. Tu vois. Voilà un peu si j'expliquerais l'algo. Bon, l'enfant de 12 ans, il n'a rien compris. Okay. Il est parti jouer à Fortnite, mais Oui. je pense que les gens ont compris. Ok, mais du coup, tu disais que pour, entre guillemets, savoir si une créa a vraiment marché ou pas, il faut 50 conversions. Ouais. Mais c'est pas forcément possible de spend autant juste pour un test. Donc, comment tu fais un testing Il y a plein de moyens de tester. Pour moi, le but d'un testing, c'est de voir si ma créa, elle a des KPI de visionnage bons. Je pars du principe que si j'ai fait une créa et que dans ma tête, je l'ai pensée pour qu'elle convertisse, je veux maintenant voir si elle hook bien, elle retient bien, elle clique bien. Et je pars du principe qu'en augmentant le budget, elle va convertir naturellement. Ce qui peut ne pas être le cas. Mais quand tu es en testing, le mieux, c'est de dépenser 50 fois ton panier moyen sur 5 à 10 jours, 7 à 10 jours. Mais c'est trop compliqué. Si tu as le budget, vas-y. Généralement, tu n'as pas le budget. Donc, je préfère que tu dépenses moins, 200, 300 €, et que tu évalues le hook, le hold, le CPM, le CTR, le CPC, le couparage au panier. Et que tu pars du principe que si la plupart de ces métriques-là sont au vert, quand tu vas scaler la créa et dépenser plus de budget, le taux de conversion devrait suivre. Ça peut ne pas être le cas. Et à l'inverse, tu peux avoir des créas qui sont nuls en hook, hold, CPM, CTR, etc., mais qui convertissent hyper bien. Tu peux avoir ce piège-là. Donc moi, je préfère dépenser sur une créa 200, 300 € maximum. Si la plupart des métriques sont au vert, celles que je viens de citer, je la scale. Sinon, j'essaie d'améliorer ou je la dégage. En termes de... Tu veux qu'on parle de media buying pur, comment on fait ? Ouais. En media buying, tu as plusieurs règles. 1, il ne faut pas toucher à quelque chose qui marche bien. Et 2, c'est quoi ? Je ne sais même plus. Je le répète tellement fois ce truc-là, j'ai un trou dans ma tête. 1, ne pas toucher à ce qui marche. 2, simplifier ton compte le plus possible. Faut pas que ce soit le bordel parce que tu dois t'organiser toi et l'algo, tu dois lui clarifier les choses. Et 3, ne pas trop restreindre l'algo. Et tu prends ça veut dire plusieurs choses. Pour moi, la structure idéale, quand je conseille aux gens, la structure basique, c'est tu as une campagne qui va te servir à tester tes créas, tu as une campagne qui va te permettre de scaler les créas. Maintenant, je vais expliquer ce que l'ABO, CBO. ABO, ça veut dire que tu dis à... Je vais expliquer depuis le début. Meta, imagine que c'est un dossier, comme ça. Tes campagnes, quand tu vas sur Meta, tu verras, tu as un onglet campagne, ad set, créa. Ça, imagine un dossier. Tu as un dossier comme ça, c'est ta campagne. Dans ton dossier, tu as des fichiers, c'est tes ensembles de publicités. Et dans tes ensembles de publicités, ad set en anglais, tu as tes créas. Et tes créas, c'est tes feuilles. Donc en fait, ton compte pub, c'est un gros dossier dans lequel tu as des fichiers, dans lequel il y a des feuilles. Le dossier, c'est ta campagne. Les fichiers, c'est ton ad set. Les feuilles, c'est tes créas. La campagne, Facebook, il dit, bon, dis-moi, le gros classeur, là, il va servir à quoi ? Faire des ventes, des téléchargements. Donc, quand tu crées ta campagne, tu lui dis ce que tu veux. Après, il te dit, au niveau des fichiers, dis-moi, c'est quoi le ciblage ? Qui est-ce que je dois cibler ? Et si tu es en ABO, il te dit, donne-moi le budget par fichier. Si tu es en CBO, il te dit, donne-moi le budget par classeur. Pour tout, tu vois. Donc, si tu es en CBO, tu vas dire, tiens, tu as 1000 € pour tous les ad sets. Si tu es en ABO, tu vas dire, tu as 100 € pour ces 10 assets-là. Ça sert à mieux maîtriser le niveau de dépense. Et du coup, tu vas vouloir choisir ABO, CBO en fonction de ton objectif. Si ton objectif, c'est d'avoir un montant dépensé sur chaque créa, tu vas être en ABO. Je vais expliquer pourquoi. Et si ton objectif, c'est juste de dépenser et de voir ce qui marche, tu vas être en CBO. Donc, en gros, tu fais une campagne que tu appelles pré-lunch. Moi, j'aime bien appeler pré-lunch. Tu fais une campagne pré-lunch. À l'intérieur, tu fais des assets en ABO. Et en fait, chaque adset, c'est un nouveau batch de créa que tu testes. Un batch de créa, c'est une créa avec plein de variations. Donc, tu as une campagne. Imagine, on fait une créa podcast, celle de Horus tout à l'heure. On a 4 versions de celle-là. Je vais dans ma campagne pré-lunch. Je crée un nouvel adset. L'adset, je l'appelle Testing Horus Podcast avec Ryan, je sais pas quoi. À l'intérieur, je mets hook 1, hook 2, hook 3, hook 4, hook 5. Et je mets un budget au niveau de l'adset. C'est-à-dire que j'ai à Meta. Vas-y, frérot, tu as 20 € par jour, mais tu dépenses sur n'importe quelle créa que tu veux. La hook 1, 2, 3, 4 ou 5. Et du coup, là où il va dépenser le plus, ça va être généralement la meilleure créa.
Une fois que tu as validé ou non que cette créa est bonne, si tu estimes que cette créa est bonne, tu la prends, tu prends le post ID ou tu la dupliques comme tu veux, ça c'est un détail, mais en vrai c'est mieux de prendre le post ID, et tu la mets dans une campagne de scaling. La campagne de scaling, elle est en CBO cette fois, donc le budget au niveau de la campagne. Et tu mets les adsets, tu mets un adset broad, c'est-à-dire ciblage large, tu mets juste la France, rien d'autre. Tu mets un deuxième broad si tu as envie, c'est histoire d'avoir 2 broads qui peut-être ont des comportements différents au lancement. Après, j'aime bien avoir un stacking intérêt. Stacking intérêt, c'est plein d'intérêts ensemble. Les intérêts, c'est des bassins d'audience. Et un lookalike. Lookalike, c'est tu dis à Meta, voilà une audience cible, je veux que tu me sortes les 1% de la population française qui ressemble à cette audience cible. Exemple, si je dis lookalike acheteur 180 jours, je lui dis, voilà mes acheteurs 180 jours sur ma boutique, prends les 1% de la population française qui ressemble le plus à ces gens-là. Ça, c'était mes audiences préférées. Du coup, tu as 3 ou 4 adsets, 2 broad, un stacking intérêt, un lookalike, ou un broad, un stacking intérêt, un lookalike. Et ta créa, tu vas la mettre là, là et là. Tu vas venir nourrir ta campagne CBO avec tes adsets là en question, avec tes meilleurs créas. Et du coup, avec cette structure-là, tu vas beaucoup toucher ta campagne de pré-launch, mais tu t'en fous parce que c'est un petit budget, c'est juste pour tester. Tu vas à chaque fois nourrir, tu vas mettre des créas en plus à chaque fois. Donc l'algo, il va à chaque fois être chamboulé, il va à chaque fois rebondir, mais on s'en fout parce qu'on lui demande juste de tester, pas d'essayer d'optimiser. Par contre, ta campagne CBO, tu vas la toucher que pour lui mettre des bonnes créas. Donc quand tu la touches, tu la changes, c'est juste pour lui donner une arme en plus ou pour changer le budget. Donc quand tu changes le budget, il va dire oh là là, tu me demandes de changer de comportement, donc change le budget petit à petit. Si tu as des perfs de fou, vas-y, fais un x2. Si tu as des perfs un peu meilleurs, augmente de 100 €, enfin augmente de 10, 15, 20%, pas plus, tu vois. Au-delà, l'algo, il va changer de comportement. Et quand tu lui rajoutes une nouvelle créa, bah, tu lui donnes une arme en plus et c'est lui qui gère. Et je trouve que c'est un bon compromis. Donc, campagne ABO, pré-launch pour tester tes créas, un adset égale un batch de créa, et une campagne scaling avec ces 3-4 adsets que j'ai cités, et tes meilleurs créas. Et le but, c'est que tu fais un roulement de 10, 15, 20 de tes meilleurs créas. Si tu as 15 créas dans ton truc, elles ne vont pas toutes dépenser. Meta, il va faire son micmac, il va décider de dépenser quand il veut. Dès que tu as une nouvelle créa qui rentre, dès que tu as 15, imaginons, tu as une nouvelle créa qui rentre, du coup tu as 16, bah, tu dégages la 15e plus dégueulasse. Tu vois. Okay. Et après, tu peux avoir une campagne de testing pour vraiment tester. Mais ça, j'en parlerai pas forcément. Ça, on parlera peut-être une prochaine fois. Et tu peux avoir une campagne de retargeting pour vraiment retargeter. Mais le mieux, c'est quand tu fais ta campagne de scaling, tu n'exclus pas... tu exclus juste les acheteurs. En gros, tu n'exclus pas les visiteurs, pas les gens qui ont ajouté au panier, ce qui veut dire que ta campagne de scaling, elle retarget des gens qui ont déjà ajouté au panier, qui ont déjà vu ton site, etc. Tu vois. Et ce qui veut dire que tu vas la nourrir avec des créas de tout niveau. Top of funnel, middle funnel, bottom of funnel. Un peu retargeting, tu vois. Okay. Voilà. Attends, mais du coup, dans la créa scaling, avec les différents adsets, chaque créa, tu l'as mis dans tous les adsets. Ouais. Ok. Et ça, c'est le niveau 1. Et après, quand tu te mets à faire... En fait, le but de ta campagne de scaling, là, en l'occurrence, avec cette campagne-là, c'est d'avoir 3-4 targeting un peu différents. Ils sont assez similaires parce que ça reste des trucs larges, mais généralement, le broad, il y a plus de personnes. Ça peut durer plus longtemps. Le lookalike, en fonction de ta donnée, il va être plus performant. Le stacking intérêt, en fonction de toi, il va être plus performant, mais avec des moins gros budgets dépenses. Donc, tu verras que le broad, c'est ce qui dépense le plus, mais quand le lookalike, il dépense bien, avec des bonnes stats. Et le stacking intérêt aussi. Et quand tu te mets à avoir beaucoup de créa, tu as besoin de t'organiser. Donc, quand tu as beaucoup de créa, quand je dis beaucoup de créa, c'est genre, je sais pas, 40-50 €, enfin 40-50 créa par mois. Là, ce que tu peux faire, c'est organiser ta campagne de scaling par thématique, par exemple. Tu dis, j'ai un adset pour tel produit, un adset pour tel produit, un adset pour tel produit. Ou un adset par tel format de créa, un adset par tel format de créa, un adset par tel format de créa. C'est juste pour ton organisation, ça change pas grand-chose à la Lego. Et voilà. Ok. C'était clair pour toi, tu trouvais ou pas? En vrai, ouais. Je pense que si les gens ils regardent en 0,5, ils vont comprendre. Ouais, ça va fatiguer ce petit truc-là. T'as fait un tweet où tu dis arrêtez de couper si facilement votre top spender puisque le ROAS de votre top 8 créa est meilleur. Le rôle d'un media buyer, c'est pas de pousser les créas qui ont les meilleurs ROAS, mais de s'assurer que toutes les créas ensemble atteignent vos objectifs de CAC, ROAS, MER. Ouais. Vos créas fonctionnent ensemble, pas séparément. Ouais. Est-ce que tu peux détailler un peu ce point? En gros, l'erreur que beaucoup de gens font, je la vois souvent, c'est qu'ils vont venir micro-gérer chaque créa. Tous les jours ou toutes les semaines, ils vont se connecter sur le compte, ils vont dire alors cette créa elle a un ROAS nul, celle-là ça va, celle-là elle est nulle,
Du coup, je coupe la première et la troisième. Mais au global, ils avaient des meilleures performances qu'avant. Parce qu'en fait, la une, elle a peut-être un mauvais ROS, mais elle a nourri la deuxième qui, elle, a de meilleurs ROS. Du coup, dans le podcast numéro 1, je parlais que les CRA, c'est une armée. Elles travaillent ensemble. Tu vois, elles travaillent ensemble. Le risque de faire ça, c'est que si tu coupes la une qui a un ROS moins bien que la 2, bah la 2, la semaine prochaine, elle va dégringoler. Du coup, ce que je conseille de faire aux gens, c'est que genre lundi, tu te poses, tu dis « Ok, ma semaine dernière, elle s'est passée comment ?» Si elle s'est bien passée en termes de stats global MER, genre on va dire le ROS global, bah tu touches rien au créa. Limite, tu augmentes le budget s'il faut. Mais tu cherches pas à comprendre quel créa a un ROS moins bon que l'autre. Tu peux regarder si tu veux, mais ne touche à rien, parce que globalement, tout est en train de fonctionner là. Meta, il est assez intelligent pour voir quel mix il va faire. Si par contre, tu as passé une mauvaise semaine, ton MER ou ton CAC ou quoi, il est... C'est quoi le MER? Le MER, grosso modo, c'est ton ROS global. C'est combien de ventes tu as fait comparé à combien tu as dépensé de budget sur toutes les plateformes. Du coup, c'est le ROS global. C'est plus facile à dire. Toutes les dépenses niveau marketing, même Google. Ouais, c'est ça. Globalement, tout business confondu. Enfin, tout canal confondu. Et du coup, si ta semaine, elle s'est mal passée, tu as un MER inférieur à ce que tu veux, bah, va chercher sur les différentes plateformes ce que tu peux optimiser. Va voir Meta, si Meta, ça représente la plupart de ton spend. Et là, tu vas voir, OK, quel créa prend beaucoup de spend et ne me fait pas le retour attendu en termes de ROS. Et là, tu prends un risque que tu te dis, bon, bah, OK, si ma créa numéro 2, là, elle dépense beaucoup et elle a un ROS nul, bah, au global, ça restait nul. Donc, je ne vais pas continuer comme ça. Vas-y, je la coupe. On va voir ce qui se passe. Et là, tu regardes la semaine prochaine. Soit ça dégringole encore, ce qui veut dire que manque de bol, la créa que tu as coupée, elle nourrissait le reste, mais ça ne suffisait pas. Ou alors, ta créa, elle dépensait beaucoup avec pas des bonnes perfs et tu as bien fait de la couper. Là, tu as eu raison par rapport à l'algo. Et là, les perfs, elles s'améliorent un peu. Donc, c'est ça un peu l'erreur. Et c'est très important de comprendre ça parce qu'on a trop ce réflexe-là de venir couper une créa. J'en ai vu plein et vraiment, c'est une erreur bête. Tu peux facilement éviter. Vraiment, les gars, regardez au global. Je répète parce que c'est trop important. Regardez au global. Si les perfs sont bonnes, ne touchez à rien. Arrêtez d'optimiser. L'algo, il le fait lui-même. L'algo, il a vu votre business. Il a vu votre ROS. Si votre ROS, il vous correspond, il va continuer comme ça. Il ne sait pas quel est le bon ROS pour toi. C'est toi qui le décides, tu vois. Mais si le ROS est bon, tu fais rien, tu touches pas. Tu rajoutes des créas si tu veux. Tu continues de tester. Par contre, si c'est nul, là, tu vas venir dire à Meta, bon, frérot, cette créa, t'as trop dépensé. Moi, je suis pas bien. Je vais te la dire. Stop, t'arrêtes de dépenser là-dessus. Et tu vois ce que ça donne. Vraiment, ça, c'est hyper important. Okay. Mais est-ce que si le MER global est bon, est-ce que tu augmentes les spends ou tu essaies de... Bah, si c'est juste, c'est-à-dire tu gagnes à peine d'argent, laisse. Si tu vraiment as fait des belles perfs, genre ton ROS break-even il est à 2, tu es à 3, vas-y, augmente. Ça fait plaisir pour faire plus de volume, tu vois. Et après, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Si tu es en début de mois, tu sais qu'historiquement, tu fais des meilleurs débuts de mois que fin de mois, augmente le budget. Si tu arrives en fin de mois avec ton ROS, il est ric-rac, les fins de mois, en général, ils sont pas fous, la deuxième quinzaine du mois, bah baisse un peu. Tu ajustes comme ça. Et du coup, c'est important de connaître son historique. C'est important de savoir quels jours sont les meilleurs pour toi. Historiquement, moi, j'ai vu que les lundis, c'était pas les meilleurs. Les vendredis, c'était pas les meilleurs. Milieu de semaine, ça va. Les débuts de mois, c'est les meilleurs. Fin de mois, c'est pas les meilleurs. Donc, tu ajustes ton budget comme ça, en fonction de ton ROS, évidemment. Et pareil, les mois, tu as des mois qui sont meilleurs que d'autres en fonction de ta saisonnalité. Donc, tu ajustes comme ça. Ok, merci. On va faire une dernière section questions des abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit sur Twitter, Insta. On n'en a pas énormément. Donc, c'est Raouf Slimani qui demande ça. Comment appliquer tous tes hacks dans une brand à la fashion? Déjà, ça dépend de quel hack il parle. Pour une brand à la fashion. Ok. En fait, il faut savoir que moi, ce que j'apprends aux gens, c'est à faire des créas sur Meta. Et justement, je parlais avec un gars hier qui a une marque de colliers, de bijoux. Pour moi, il y a des produits que tu vas plus pousser sur Meta et des produits que tu vas plus pousser ailleurs. Les produits les plus faciles à pousser sur Meta, c'est les produits un peu... soit wow, c'est-à-dire... Non, c'est les produits, je vais faire différemment, c'est des produits qui ont vraiment une valeur ajoutée. C'est-à-dire que tu comprends le produit, tu comprends à quoi il sert, concrètement. Ou alors, c'est un truc sur lequel tu éduques les gens et les gens ils comprennent l'intérêt du produit. Tout ce qui est fashion, bijoux, tout ça, c'est pas genre problème-solution. C'est pas il y a un problème, j'apporte une solution. C'est je te vends un lifestyle, je te vends une fashion, un truc. En fait, quand tu vends de la fashion ou des bijoux, tu vends pas le produit. Tu vends l'image que tu as quand tu utilises le produit. C'est différent. Et du coup, quand tu fais des ads pour tout ce qui est fashion, etc., tu vas montrer du lifestyle, tu vas montrer le produit dans des bonnes conditions, tu vas montrer des meufs jolies, tu
vas montrer de la confiance en soi. C'est des choses différentes que tu montres. Et du coup, mes hacks, ils marchent pas pour ça. Quand tu fais tout ce qui est hack, organisation et tout, ça marche. Mais le reste des tips, genre micro-trottoir dans la rue ou quoi, ça marche moins bien. Là, tu vas plus te caler sur ce que fait des marques de luxe. C'est du beau. En fait, il faut vendre du rêve. Quand tu as une marque comme ça, tu vends du rêve. En fonction des marques de fashion, en fonction de ton positionnement, tu peux juste montrer le produit, ça peut suffire. Des images. Tu vas faire. En l'occurrence, si c'était une fashion ou bijoux ou quoi, tu vas faire plus d'images que de vidéos. Parce que les vidéos, tu vas pas expliquer ta robe. Tu vas dire la robe, elle est en lin, non, ça sert à rien. Sauf s'il s'avère que ta marque, sa caractéristique principale, c'est que tu as une composition très différente des gens. Si tu fais une marque, si tu as une marque, je vais prendre un autre exemple pour pas spoil, parce que j'ai un lead, je prends un autre exemple. On prend l'exemple de True Classics. C'est une marque de vêtements. Mais en soi, ils ont un problème. Ils ont réussi à associer vêtements, problème. Le problème, c'est que les t-shirts classiques, ils ne serrent pas les biceps, mais ils serrent le ventre et du coup, ton ventre, il sort. Bah, j'ai créé des vêtements qui répondent à un problème. Et là, ça marche, tu vois. Mais si ton vêtement, c'est classique, juste il est beau, il faut que tu montes du lifestyle, il faut que tu fasses rêver. Et là, du coup, inspire-toi de ce que fait les marques de luxe, quoi. Ok. Prochaine question de Sacha. Comment faire beaucoup de créa quali quand on vend un produit type femme sans voler de contenu? Comment faire des créas type quali sans voler de contenu? Ouais, donc je pense que je vais un peu plus élargir la question. C'est imaginons que tu vends un produit pour femme, mais que toi, tu n'es pas une femme et que tu n'as pas forcément le budget pour te payer beaucoup d'acteurs ou quoi. Comment tu fais pour quand même faire du contenu quali sans voler Des images ChatGPT, des vidéos IA, Midjourney, Google VO3, j'en ai oublié un, je sais plus, mais ce genre d'outils qui permettent d'animer des trucs. En fonction de si ça passe ou pas, bah après, il n'a pas le choix. C'est que s'il est obligé de faire du contenu, s'il n'a pas le budget, franchement, les micro-trottoirs, ça coûte pas cher. S'il veut, il peut se trater un peu, il peut trouver une créatrice UGC, mais ça va être un peu compliqué, mais il peut trouver une créatrice UGC et lui dire écoute, j'ai pas les budgets pour te payer. Par contre, toutes les ventes que tu me fais, tu prends un pourcentage. Ça, c'est cool. Tu prends le risque avec elle. Et la meuf, si elle croit à ton produit, elle peut te faire plein de contenu. Pareil, stratégie TikTok Shop. T'envoies ton produit, il coûte pas trop cher, tu l'envoies à plein de créateurs et tu leur dis pour chaque vente que vous faites, vous prenez une commission. Techniquement, tu peux leur donner ton CPA méta. Si ça te coûte 30 € pour acquérir un client, la meuf, tu peux lui donner 30 € pour qu'elle crée du contenu. Tu perds rien. Si ça fait des ventes, elle fait des ventes. Mais dans ce cas-là, il faut avoir un produit un peu sexy, etc. Tu vois. Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient en tête? Après, si tu fais un podcast, tu vas devoir payer 150 € par heure et puis les créateurs. Enfin, si tu fais un podcast, là, ça va te coûter 150 €. Bah, faut que tu trouves des amis, puis tu leur payes d'un restaurant. Tu peux faire ça. Ça va te coûter 150 plus 60. Donc, tu vois, pour 200 balles, 210 balles, tu peux faire une créa. Bon, après, il faut la monter. Bon, tu la montes toi-même. 210 balles, tu te fais 5-6 créas potentiellement. Ça va, tu vois. Les créateurs UGC vont te coûter cher parce que tu vas les payer 150 € à chaque fois par vidéo. Ça sert à rien. Demande plutôt à des potes, meufs, mais tu les encadres. Tu viens sur le tournage et tu leur montres parce qu'elles savent pas se filmer, elles n'ont pas le truc. Par contre, toi, il faut que tu l'aides, il faut que tu te formes. Tu les encadres, tu leur dis vas-y, est-ce qu'on peut passer une après-midi filmer un truc, puis je t'invite au resto. Puis elles vont pas demander 150 balles parce que c'est pas leur métier, tu les invites au resto ou quoi, ça peut le faire. Et voilà, c'est un peu tout ça. Avec toutes ces strates, tu peux réussir à créer du contenu. Donc images, GPT, animation, IA, Midjourney, etc., VO3, podcast avec tes potes, tu leur payes un restaurant, UGC avec tes potes, tu leur payes un restaurant, micro-trottoir avec tes potes et tu leur payes un restaurant, créateur de contenu TikTok, tu leur donnes une commission. Créateur UGC, tu leur donnes une commission. Ok, c'est good pour moi. Trop bien. Bah, les gars, j'espère que vous avez kiffé. Pareil, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et on se retrouve à une prochaine vidéo.